Bonjour à tous, bienvenue. Salut Damien. Bonjour. Écoutez, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire, donc nos événements qui sont mensuels et qu'on fait maintenant depuis 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu inhabituel par rapport au sujet qu'on traite d'habitude. Souvent, on est là pour parler de playbook, de health score, de customer success platform, structuration d'équipe, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu différent. On va parler de psychologie, puisqu'on est là pour parler de biais cognitifs et en fait, regarder comment les biais cognitifs, qui sont pour certains connus, d'autres un peu moins, comment ces biais cognitifs, en fait, peuvent affecter la performance de nos équipes Customer Success. Donc, on expliquera ces biais, quels sont des exemples très concrets qu'on peut retrouver dans la relation client, et surtout comment en prendre conscience pour arriver à les déjouer, voire à en tirer profit. Euh, donc, je suis ravi d'accueillir Damien pour partager la parole, puisque en fait, l'idée vient de lui à la base. Peut-être avant d'expliquer l'histoire, Damien, je te laisse te présenter peut-être. Ouais, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Damien. Je suis consultant en Customer Success et j'accompagne mes clients, généralement des éditeurs de logiciels en B2B, à structurer et à scaler leurs équipes Customer Success. Eh ben super, simple, efficace, comme on aime. Et du coup, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas, moi je suis cofondateur de Scaling, Scaling qui est une plateforme de Customer Success, voilà, et donc qui n'a rien à voir avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Euh, Avant de rentrer dans le sujet, et puis le temps que les derniers retardataires se connectent, je fais un tout petit coup d'auto-promo pour vous parler non pas de ce webinar, mais du webinar qu'on fait le mois prochain. Le mois prochain, pour le coup, c'est un webinar que je ferai seul qui s'appelle Les coulisses d'une équipe Customer Success performante, où je vais partager en fait 10 apprentissages clés, c'est-à-dire que pour la petite histoire, moi j'avais fait 10 ans dans le Customer Success avant de co-fonder Scaling il y a 5 ans. Voilà, et comme tout le monde, en prenant ma casquette de Head of, puis ma casquette de CEO, et ben en fait, j'ai fait pas mal d'erreurs. Il y a des choses que je referais différemment si je devais le faire aujourd'hui. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est partager ces informations, ces enseignements avec vous pour voilà, éventuellement que ça vous aide à gagner du temps et à éviter de refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Donc, vous avez le QR code que vous pouvez flasher pour vous inscrire et je vais renvoyer le lien sur le chat pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Euh, voilà, donc fin de l'auto-promo, je coupe mes slides et je vais expliquer un petit peu ce qui nous amène là. Euh, Vous l'aviez peut-être vu passer, en fait, Damien avait fait, c'est peut-être durant l'été ou après l'été, à la rentrée, je ne sais Ouais, plus c'était exactement, pendant l'été, ouais. pendant l'été, avait fait une série de posts. Il avait fait 12 posts sur justement donc ces fameux biais cognitifs dont on va parler aujourd'hui. Qu'il avait fait une série de 12 posts et j'avais trouvé ça déjà intéressant et je trouvais que c'était un peu, ce que je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu rafraîchissant. C'est-à-dire que ça changeait justement des sujets et des choses qu'on entend un peu tout le temps en Customer Success. Et du coup, je l'ai contacté sur LinkedIn. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es motivé pour en faire un webinar? Damien m'a dit, Banco, on y va. Et donc voilà, on s'est dit que 12, ça allait faire beaucoup sur un webinar, puisqu'on est ensemble pour 45 minutes à peu près. Donc on en a sélectionné 8. On a pris les 8 qui nous paraissaient être les plus marquants. Et donc c'est ces 8 qu'on va vous présenter. Comme je disais, on va vous les expliquer, comprendre le biais cognitif. Voilà. Comment est-ce que ça peut se retranscrire avec des exemples en matière de relations clients et comment est-ce qu'effectivement on peut en prendre conscience pour en tirer profit ou en tout cas éviter de tomber dans ces travers-là. Dernière petite chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez en bas à droite de votre écran donc un chat sur lequel on a commencé à tous se dire bonjour. Vous avez aussi un petit module questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ici. S'il y a des questions d'autres personnes qui vous intéressent, vous pouvez les upvoter
Voilà. Et nous, les questions, pour le coup, on va essayer de les prendre, mais on va se laisser un temps plutôt à la fin du webinaire pour les prendre, parce que sinon, je pense on risque de casser un peu le rythme. Donc voilà, donc on prendra un temps à la fin pour répondre à vos différentes questions. Voilà globalement pour l'introduction. Du coup, pour commencer, Damien, parmi tous les posts que tu avais écrits, du coup, parmi tous les biais cognitifs dont tu as parlé, est-ce qu'il y en a un, toi, qui t'a particulièrement marqué? Oui, je pense que c'en est un moi que j'ai vu partout presque. C'est, celui qu'on appelle l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est le fait d'être, je dirais, très content de ce qu'on construit soi-même, donc de survaloriser un peu son application dans la construction, d'un meuble IKEA ou d'un projet ou d'un déploiement logiciel. C'est souvent utilisé en fait en tout début d'acquisition client parce que voilà, quand tu veux signer un client, tu vas, l'impliquer, lui montrer, voilà, lui faire mettre les mains dans le cambouis pour vraiment heu, qu'il prenne le sujet à cœur et que ton projet fonctionne bien. Le pendant négatif de ça, c'est que si jamais on le laisse faire, le client va prendre toute son expérience, la bonne comme la mauvaise, et va surestimer en fait ce que fait lui par rapport à tes équipes. Donc l'exemple typique, c'est, par exemple, tu prends un Scaline, tu vas chez un client, tu le motives en avant-vente et en onboarding pour qu'il mette les mains dans le cambouis, qu'il structure, et en fait, à un moment donné, le client, si tu ne le surveilles pas, tu as 9 chances sur 10 qu'il veuille reprendre les mêmes workflows qui existent déjà chez lui et qu'il les copie-colle dans ton outil. Et donc toute la partie, je dirais, conseil que tu peux lui apporter, expérience en customer success, que tu vois chez ses concurrents, ce que tu vois, chez d'autres clients, il va pas forcément t'écouter, et si tu le laisses faire, en fait, il va juste, construire la même chose, donc pas très efficace, mais avec un nouvel outil. Donc c'est OK. un effet qu'on aime bien, quand on vend des solutions parce qu'on sait que ça va embarquer le client, mais le pendant négatif qu'il faut surveiller, c'est si on laisse trop de liberté au client, il va faire n'importe quoi. Il va faire Ouais. n'importe quoi. Et donc là-dedans, ce qui est, tu vois, par exemple, je suis en plein dedans là avec un de mes clients actuels, heu, il y a de la custo partout dans son implémentation, et en fait, je suis en train de déstructurer la custo et de challenger chaque étape de custo pour comprendre pourquoi il n'est pas sur les valeurs, je dirais, standards du logiciel. Ouais. Et Mais ça, souvent, c'est on a plusieurs. Ouais. Mais ça, c'est effectivement un effet que nous, on va constater aussi souvent dans notre sujet de Customer Success Platform, où effectivement, des fois, il y a une volonté de répliquer ce qu'on pouvait faire dans un Notion ou dans un Google Sheet, et c'est de répliquer à l'identique ce qu'on faisait et d'être effectivement un peu déstabilisé. Donc, il y a besoin effectivement d'accompagner cette conduite du changement. Et c'est vrai que pour donner un exemple très précis, nous, une manière dont on lutte contre ça, c'est que dans Scaling, en fait, en réalité, tu peux avoir autant de champs custom que tu veux, mais nous, par défaut, on en met 5. Et en fait, globalement, il faut que tu demandes à ton CSM et, entre guillemets, que tu justifies le pourquoi est-ce que tu as besoin de plus. En fait, on s'est aperçu que très souvent, il y avait des champs custom qui étaient créés, et on le retrouve aussi dans les CRM, dans HubSpot et compagnie. En fait, des champs custom qui étaient créés pour exactement des valeurs qui étaient gérées nativement normalement par l'outil, mais parce qu'on l'a pas vu ou autre, on va le, on va le recréer derrière en champ personnalisé. Euh, ok, donc en tout cas, donc il y a ce truc-là les gens aiment bien effectivement construire eux-mêmes et s'approprient plus ce qu'ils construisent eux-mêmes, ce qui incite effectivement à faire en sorte que dans leur onboarding, ils aient une partie qu'ils fassent par eux-mêmes, ce qui incite à aller aussi vers des projets partagés où chacun est un peu Mmh. honneur de ses propres actions, y compris donc dans la phase d'onboarding ou ce genre de choses. Mais comme tu dis, donc pour éviter les dérives, rester là pour cadrer les choses et faire en sorte que le faire seul ne devienne pas faire euh, entre guillemets n'importe quoi et s'éloigner du modèle initial ou en tout cas des bonnes pratiques. Ouais. Ce qui est pas évident, hein, ce qui est pas évident il faut vraiment une co-construction, je dirais, qui est guidée. Il y a une notion de liberté, mais pas totale, de façon à ce que les équipes Customer Success puissent rester encore dans leur, rôle de conseil et d'accompagnement en mettant des barrières
C'est assez rigolo. Parfois, j'entends l'éditeur qui limite les champs comme ça, où le client doit justifier. Parce qu'il y en a beaucoup qui les vendent, ces champs additionnels. Donc, des fois, Nous, on on les ne vend fait pas pas, trop mais, attention. on les- mais effectivement, on pose la question en tout cas de pourquoi est-ce Ouais, que tu en as besoin. Ça marche. Du coup, excellent. là, on parlait donc de l'effet IKEA, qui est effectivement un effet qu'on va retrouver notamment pas mal sur ces phases d'onboarding. Moi, il y a un autre effet que j'avais bien aimé dans les 12 postes dont tu avais parlé, qui était l'effet d'exposition. Je peux le pitcher rapidement, tu me diras si on est en phase. Mais en gros, l'idée, c'est que ton cerveau va mécaniquement aimer ce qui va croiser souvent. C'est-à-dire, euh, et y compris si ça l'agace. C'est-à-dire que je crois que tu avais même donné l'exemple dans ton post, mais voilà, typiquement, le tube de l'été, on l'entend la première fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est Oui. ce truc? C'est nul, quelle horreur, etc. Bon, et une fois qu'on l'a entendu 15 fois, finalement, on s'y habitue et potentiellement, on peut même euh, commencer à l'apprécier. Et ça, c'est une idée qui est hyper importante dans la partie relation client, c'est-à-dire que le côté euh, exposition, créer de la proximité, euh, une certaine forme de proximité. La proximité crée de la familiarité et la familiarité crée de la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et j'allais dire, pour illustrer, nous, à la base, quand on a décidé de commencer à faire des webinars, ce n'était pas l'objectif. Nous, on s'est dit, on va faire des webinars comme tout le monde dans une stratégie marketing, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui revient quand même très souvent quand on a des conversations derrière avec des prospects, de gens qui disent, mais en fait, nous, on préférerait travailler avec vous parce qu'on a déjà l'impression de vous connaître, parce que voilà, on essaie de raconter des choses pas trop, pas trop débiles dans nos webinars et d'apporter toujours un peu de valeur et de contenu. Et donc, voilà, on a l'impression de vous connaître et du coup, il y a déjà une forme de lien qui s'est créée. Et donc voilà, donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette partie effet d'exposition. L'effet d'exposition, c'est assez rigolo parce que tu vois, ça fait partie pour moi des sujets qui sont au cœur Customer Success. Parce que c'est des fameux touchpoints, hein. C'est régulièrement, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, dans leur score de santé, mettent la régularité des touchpoints dans le score. Et c'est quelque chose qui est très facilement oubliable, en fait. En fait, on va être super présent en avant-vente, on va être super présent en onboarding, et une fois qu'on passe en production, on a une tendance à passer au client suivant et à laisser celui qui va bien tout seul. Mais c'est ce que j'aime bien, là, ton confiance, familiarité, tout ça. Mais effectivement, si jamais tu le laisses, à un moment donné, il t'oublie, ton client. Tu deviens, tu es un peu comme la plante verte qui est derrière moi. Tu es là, mais plus personne ne te voit. Et c'est là où il faut relancer. Et enfin, quand tu as un risque de churn ou quand tu entends parler dans le couloir que tu as un concurrent qui invite ton client à déjeuner, c'est quasiment trop tard. En fait, il faut garder ce mouvement pour, pour garder la relation avec le client. Et comme tu le dis très bien, par contre, ça ne suffit pas parce que si c'est quelque chose de mauvais, c'est pas pour ça qu'à la fin, le client il va rester, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est juste, voilà, la familiarité crée la confiance. J'aime beaucoup cette phrase. La familiarité crée la confiance. Et donc, ouais, effectivement, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici pour dire qu'il faut avoir des touchpoints réguliers. Peut-être juste pour pas nuancer, mais compléter, il y a aussi différentes façons d'avoir des touchpoints. Certains d'entre vous qui ont des portefeuilles très high touch, d'autres qui ont des portefeuilles low touch. Voilà, je citais l'exemple du webinar. Le webinar, c'est un des moyens de garder du contact. Ça peut être le contact, ça peut venir de newsletters produits, ça peut venir de notifications in-app, ça peut venir de différentes choses. Ce n'est pas toujours un meeting avec son client, mais en tout cas, Non. c'est trouver ces occasions, trouver ces prétextes et, si possible, arriver à l'inscrire dans la customer journey ou par rapport à du comportemental qui va en faire quelque chose de pertinent et qui va créer cette fameuse familiarité, cette fameuse confiance. Ça marche.
Du coup, si on parle de confiance, moi, il y en a un autre que j'avais bien aimé, donc qui est le 3e là dont on va parler. C'est le dilemme du prisonnier, donc Mmh. il s'appelle comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le dilemme du prisonnier? Ouais, le dilemme du prisonnier, c'est quand tu as 2 parties prenantes qui auraient tout intérêt, en fait, à travailler ensemble et à s'associer et qui, en fait, ne le font pas. Ce qui crée, en fait, je dirais une sortie qui est moins optimale pour les 2. Parce que chacun pense qu'il va mieux s'en sortir que le prisonnier en face. OK. Heu, dans Ça paraît un peu bizarre. Est-ce que tu peux nous Si expliquer ou nous si jamais donner je te le un reprends à exemple? l'origine, ouais, ouais, le dilemme du prisonnier, c'est le fait de ne pas trahir son voisin, en fait. Tu vois, on est 2 prisonniers, il y a Nicolas et Damien qui sont en prison pour une raison X, et puis, on sait que si tous les 2 on ne lâche rien et qu'on ne dit pas: «Mais, c'est l'autre qui a fait», on va tous les 2 sortir. Mais sous le stress, sous la pression, en fait, tu peux avoir envie de dénoncer, en fait, l'autre prisonnier pour toi sortir. Mmh mh. Juste toi, tu vois? Donc tu perds sur le global et c'est, quelque chose que j'ai souvent vu. Le schéma, classique qui devrait parler à tout le monde, c'est, la relation, «je t'aime, moi non plus» qu'entretiennent beaucoup de CS avec leurs commerciaux, Je vois pas tu de quoi vois? tu parles. Heu, Parce que tu as encore aujourd'hui, des structures où, les intérêts sont pas forcément alignés. Tu vois, l'intérêt de l'entreprise, c'est de vendre, de garder ses clients, mais quand tu rentres dans les équipes, l'intérêt commercial peut être de signer plus de deals, tout simplement, et quelle que soit la qualité du deal. Voilà, ça, c'est des vrais sujets, Oui, les de, fameux clients bad fit, que tu signes exactement. pour boucler ton quarter, alors que tu sais très bien que a priori, ta solution, elle répondra, pas ou en tout cas pas suffisamment, aux besoins de la personne en question. Et donc après, nous, en après-vente, on se tape des early churn, et on galère avec ces clients qui ne sont pas des bons fits, alors que ça aurait pu être évité en amont. Mmh mh. Donc ça, c'est le fameux, c'est le dilemme du prisonnier. Comment est-ce que tu fais pour, dans une organisation, te sortir de ça? C'est-à-dire, éviter le, côté où tout le monde joue, pour son camp, mais du coup contre, contre l'intérêt général, puisque c'est ça l'idée, en Mmh. fait. Il y a Moi, je trouve qu'il y en a, enfin, après ça va dépendre du contexte de chacun. Il y en a plusieurs. Le premier déjà, c'est l'alignement des équipes. Donc comment tu le fais? Déjà, il faut que les équipes se parlent. Ça peut paraître bête, mais certaines structures, ça ne se parle pas beaucoup. Donc de ne pas avoir peur de son voisin, tu vois? D'aller parler au commercial, d'aller parler au CS, c'est la première brique et après ce que j'aime bien, c'est mettre en place des indicateurs de performance communs. C'est en fait responsabiliser chaque étape du parcours client sur un KPI commun. Donc typiquement, un exemple tout bête, ça va être de se dire: «Tiens, le early churn», pour revenir à celui-là, il ne concerne pas que le CS, il va concerner les commerciaux. Pour les responsabiliser, sur les bad fit et il y a, je vois de plus en plus un revival d'une vieille stratégie, d'incentive commercial que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui est j'ai oublié le terme, c'est en anglais, le clawback. Le Donc clawback. Le OK. fait de récupérer Ouais, le fait de récupérer la commission commerciale si le client part trop tôt. C'est un vieux truc, mais qui était un peu tombé en désuétude et qui revient petit à petit pour justement motiver les commerciaux, sur la partie rétention. Mmh. Et je crois que c'est effectivement quelque chose que HubSpot a remis en place, justement parce qu'ils avaient un peu de early churn, et cetera et effectivement, ils ont mis en place de la reprise de commission. Je ne sais plus exactement quelle était l'échéance et comme de par hasard, effectivement, les clients signés sont, davantage dans l'ICP, il y a moins de churn et cetera. Donc effectivement, ça a été, positif, au niveau, global de l'entreprise. Mmh. Ça marche. Du coup, ça, effectivement, le côté, dilemme du prisonnier, c'était un truc qui s'appliquait très bien à l'interne, finalement, au fonctionnement, Mmh. et aux mécaniques internes. Hem, on peut rester, sur, une loi qui, s'applique bien à l'interne, qui est, la loi de Parkinson, dont tu avais fait, également un sujet.
Euh, je peux l'expliquer si tu veux? Ah bah oui, vas-y, vas-y. Ok. En gros, pour reprendre la définition, la loi Parkinson, qu'est-ce que ça dit? Ça dit le travail s'étend toujours pour exploiter l'espace disponible. C'est ça la définition de la loi de Parkinson. Et tu avais, un exemple assez sympa à partager sur le sujet. Est-ce que tu veux en parler? Je ne sais plus. J'ai trop de mémoire. Euh, Tu bah, veux- Je l'exemple t'aide si tu veux. l'exemple type du Parkinson, tu vois, pour moi, c'est la gestion des tickets clients. Si jamais Ouais, tu as un c'était ça backlog un l'exemple. peu conséquent, pour moi, il est typique. Tu as un backlog qui est conséquent et si jamais tu donnes un temps X, toi, une semaine, par exemple, à l'équipe pour dire, voilà, on a une semaine pour régler le backlog, bah, tu peux être sûr que le backlog ne sera pas traité avant jeudi si tu ne mets pas d'autres incentives. Parce que, bah, voilà, on s'est mis un objectif, on doit arriver à vendredi, c'est vide. Et ben, Oui, vendredi, ça sera vide, mais pas avant. Parce qu'il y a oui, aucune motivation à faire moins. Et en fait, voilà, plus tu as de temps pour faire une tâche, c'est un peu pour comme préparer ce webinaire, tu vois? On serait mis il y a 6 mois, je pense qu'on aurait pu mettre 6 mois, à le préparer, alors que là, on s'est vu c'est quand? C'est fin août, 1er contact, voilà, je suis pas sûr que le webinaire aurait été oui, aurait plus été impactant différent. avec 6 mois, Ouais. tu vois, de préparation, mais on aurait mis beaucoup de temps. Moi, j'ai un autre exemple. Alors, pour le coup, où je me place de l'autre côté. Alors, je remonte pour ça au début de mon expérience professionnelle. Donc, on doit être à pas loin de 20 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, bon, je travaillais en cabinet d'études et on avait une étude qui nous avait été commandée par un client. On devait préparer des choses et j'avais un livrable à rendre à une date donnée. Et il se trouve que j'étais prêt en avance par rapport à cette date. Et voilà, et mon manager de l'époque me dit: «Envoie-le à la date en question». Et je me dis: «Bah non, c'est stupide, enfin, c'est prêt, je l'envoie maintenant». Et je l'ai envoyé avec, peut-être une semaine d'avance, hein. C'était un gros dossier, ça faisait peut-être, 3 mois qu'on bossait dessus et cetera. Je l'envoie avec une semaine d'avance et en gros, pendant une semaine, j'ai eu que des allers-retours. «Ah mais pourquoi on n'a pas fait ci? Et puis est-ce que tu pourrais creuser ça? Et puis est-ce que» et cetera. Et donc en gros, je sais pas s'il faut en tirer hem s'il faut appliquer cet exemple à toutes les situations. Mais en fait, j'aurais eu intérêt effectivement à attendre globalement la veille ou le jour même pour envoyer mon document, puisque c'était la deadline et que de toute façon, eux avaient des présentations en interne et qu'en fait, le document, il était tout à fait OK. Si on n'avait pas eu cette semaine de plus, j'aurais eu moins d'allers-retours. Au final, j'aurais passé moins de temps, j'aurais été plus rentable et tout le monde aurait été content. Donc ça, c'est effectivement un des effets pervers. Donc je ne sais pas si c'est un encouragement à envoyer vos trucs au dernier moment, mais c'est un des biais. Si votre client en face, il a aussi du temps pour réagir, il réagira, il vous demandera des trucs qu'il ne vous demanderait pas si vous envoyez au dernier moment, en restant dans les temps. Ouais et puis c'est un équilibre à avoir entre la pression, je dirais, positive et la pression un peu plus négative. Je parle notamment sur le fait de mettre la pression sur les équipes à, accélérer un traitement de backlog. Il faut faire, bien les 2, pas être, trop dur parce que c'est vraiment contre-productif, mais en même temps trop large, c'est une perte de temps, une perte de productivité. Donc c'est aussi intéressant sur des choses qui prennent un peu de temps comme ça, c'est de faire une feedback loop et de se reposer la question à chaque fois qu'on a des tâches un peu, répétitives, de pas se dire à chaque fois: «Bah, ça nous a pris, 1 semaine le mois dernier, donc ce mois-ci, ça va nous prendre une semaine». Ça vaut le coup de se dire: «Tiens, comment est-ce qu'on améliore le process? Est-ce qu'on a eu du temps, pas du temps?» et Mmh. jusqu'à trouver la Le durée, je bon dirais, équilibre. optimale, sans un stress négatif. Ouais, ok. Ok. Donc, avoir des échéances plus courtes qui soient réalistes, itératives aussi, que tu construis avec le temps et du coup, comme ça que tu affines d'un mois sur l'autre aussi tes objectifs. Ouais, Mmh. tu as un côté un peu sprint, tu vois? Si on prend la Ouais, méthode agile, tu as un côté un peu sprint comme ça, à mettre en place. ok, très bien, ça marche. Je crois que le suivant, c'est un peu ton petit favori, je crois. Ah, je vois, je Donc crois. je vais te laisser le présenter. Ouais, donc du coup, si c'est mon favori, c'est l'effet Cobra. Donc, pour expliquer, en gros, c'est quand tu veux régler un problème et que tu crois avoir une idée géniale pour régler ce problème, mais qu'en fait, l'idée géniale que tu as, elle vient empirer le problème qu'elle était censée résoudre. En gros, pourquoi Cobra? Ça vient
l'histoire naît en Inde, c'est-à-dire qu'en Inde, il y a une centaine d'années, je crois, quelque chose comme ça, il y avait une multiplication des cobras sauvages qui se promenaient, je sais pas, dans la nature, enfin bref, qui envahissaient un peu le paysage. Et du coup, l'État a mis en place une politique où il disait, bah, maintenant, on va vous incentiver, dès que vous nous ramenez un cobra mort. Et du coup, donc l'idée paraît bien, c'est-à-dire on se dit, bah, ok, les gens ils vont tuer des cobras et puis voilà, ça va nous débarrasser des cobras et ça va pas coûter très cher. Bon, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ils ont commencé à élever des cobras chez eux pour pouvoir en tuer plus et pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc c'est ça l'effet cobra, c'est genre voilà la fausse bonne idée qui empire le problème. Du coup, si on remet ça dans un contexte relation client, Damien, qu'est-ce que ça peut nous donner? Parce qu'on est loin des Ouais, cobras ouais, c'est clair. zigouillés. Non, ça va. Il y a notamment un truc tout bête, c'est t'as, tu veux améliorer ta CSAT et tu te rends compte que tu as beaucoup de clients qui sont pas contents parce que tu mets du temps à répondre. Donc, tu as un temps de latence, tu as un average handle time qui est un peu haut. Et donc, tu motives tes équipes financièrement, un peu comme chez tu vois, par exemple, tu prends en B2C, tu as les opérateurs téléphoniques qui font ça. Ils ont X minutes pour répondre à un client, sinon ils ont une note qui drop et puis ils ne touchent pas leur variable. Mm. Résultat des courses, quand tu as un problème un peu compliqué, ils vont t'expédier. Ils vont t'expédier. Donc, l'expérience client, elle est horrible. Et là où l'opérateur il a voulu améliorer sa satisfaction client, en fait, à la fin, tu n'es pas content, donc tu le notes encore plus mal. Ouais. Voilà, c'est un exemple. Le deuxième exemple, tiens, je l'ai vécu ce matin, administration française. Administration française, on t'envoie un message au service des impôts, tu envoies un message à la DGFiP. Systématiquement, tu poses une question qui est un peu complexe, ils te répondent. Tu as 9 chances sur 10 qu'ils ne te répondent pas à toutes tes questions, parce que c'est des questions qui sont compliquées. Et ils clôturent ta conversation. Et Mm. tu n'as aucun moyen de rouvrir le ticket. Tu n'as aucun moyen de dire j'aimerais compléter. Non, il faut que tu rouvres un nouveau ticket, que tu expliques toi-même, que tu aies l'idée de dire au fait, ça Ouais. correspond à la conversation 3587. C'est ça, tu peux mettre l'identifiant de la conversation précédente. Oui, je suis passé par là aussi. Je vois de quoi tu parles. Et donc, tu vois, ils ont l'impression que c'est super bien. Et puis, non, c'est une très mauvaise idée, parce que déjà, tu es sur un sujet compliqué. Les impôts, c'est pas facile pour les entrepreneurs. Et ils génèrent de la frustration. Là où ils pensent bien faire parce qu'ils cochent, et puis je passe à la conversation d'après. Et du coup, alors, parce que là les exemples que tu donnes, c'est OK, on part d'un constat, on met trop de temps à répondre à des tickets, ça crée de l'insatisfaction. Du coup, on va à faire un KPI autour de ça. Comment est-ce que finalement tu luttes contre ces effets pervers? C'est quoi la bonne approche pour faire quelque chose qui fonctionne? Ah, pour moi, j'aime beaucoup la stratégie des petits pas, tu vois, quand j'implémente une nouvelle idée. Donc, l'idée, c'est déjà de commencer à petite échelle, de construire avec les gens qui vont devoir le mener. Tu vois, donc typiquement, là, avec nos équipes Customer Success, si jamais on lance un nouveau indicateur de performance, on traçait les grandes lignes, on discutait avec l'équipe Customer Success qui va un peu chercher les tenants et les aboutissants et le valider ensemble et le lancer à petite échelle pour éviter la catastrophe. Toi, tu lances, si je reprends l'idée historique des cobras en Inde, ils auraient lancé ça sur une ville, ils auraient vu tout de suite le souci et ça aurait évité un élevage à grande échelle dans tout le pays. Intensif. Ouais, donc tu testes sur un petit échantillon en collaboration avec les équipes, tu Mmh. vois comment ça se passe, etc. Ouais, OK, je trouve ça vachement bien. ça marche. D'autres tips ou c'était l'essentiel? Il y en a un que j'aime bien. Après, c'était une question, ouais. Il y en a un que j'aime bien parce que tu vois, moi, ça fait 10 ans, là, j'ai plutôt évolué dans des startups de early stage ou des scale-up. On valorise énormément la vitesse. Et je trouve que sur ce sujet-là, justement, de temps en temps, c'est bien de ne pas prendre, de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre des décisions trop importantes trop vite et de se poser, en fait. De vraiment, je dirais, valoriser la qualité de la décision plutôt que la vitesse. Mmh mh. Tu vois, aujourd'hui, on veut aller très vite et plus tu vas vite, enfin, il n'y a pas de mystère, à un moment donné, tu vas faire des erreurs et je trouve que l'effet Cobra en est une bonne Ouais. illustration. OK. OK, OK, ça marche. Il y en a un autre qu'on avait hésité, qu'on avait,
enlevé au début et puis qu'on a finalement remis, qui fait un peu penser à l'effet Cobra, qui est la loi de Goodhart ou Goodhart, je ne sais pas comment on est supposé prononcer ça, mais Mm. en gros, qui dit quand un KPI devient un objectif, il cesse d'être un bon KPI. Euh, et ça fait, je trouve, un peu, ça dit pas la même chose, mais ça fait un peu écho à Cobra. C'est-à-dire que si on prend un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde ou que tout le monde a vécu ici, c'est typiquement sur les NPS. C'est-à-dire qu'au départ, le NPS, c'est un indicateur de satisfaction qui a le mérite d'être assez simple à comprendre, assez simple à utiliser. Et en fait, au début, on venait mesurer la satisfaction. Maintenant, on vient mesurer la performance des équipes avec du NPS, ce qui amène tout un tas de dérives autour de ça. C'est-à-dire que, pour raconter ma vie, la dernière fois, j'étais chez Carglass, mais je veux dire, tout le monde a vécu ça. Et à la fin, le type me dit, bon, ben, OK, vous allez recevoir un questionnaire, pensez bien à me mettre 10 sur 10 parce qu'on est incentivé sur ça. Mm. Bah, oui, mais c'est quoi l'intérêt de faire un NPS si tu me dis quelle est la note que je dois mettre, en fait? Euh, et j'avais vu aussi, je sais plus, je me demande si c'était pas chez, ouais, peu importe, une enseigne connue, où en caisse, c'était marqué sur les enquêtes de satisfaction, c'était pas juste une graduation dans la couleur, il y avait les notes de 1 à 10, il y avait que le 9 et le 10 qui étaient en vert, tout le reste était en rouge. Ok, du coup, la consigne est claire, c'est-à-dire si tu le mets en dessous de 9, c'est vraiment que tu n'as pas aimé la caissière par laquelle tu as été reçu. Et ça, du coup, enfin, ça devient une absurdité. Et je trouve que c'est une bonne illustration de cet effet, cette loi de Goodhart. C'est à la base, c'est un indicateur qui voulait dire quelque chose, et à vouloir en faire une incentive pour les équipes, c'est devenu complètement autre chose qui, en réalité, bien souvent, ne veut plus rien dire parce que ça a été biaisé dans l'approche et biaisé dans la demande. Ouais. Et surtout quand tu mets de l'argent derrière. En fait, alors en CS, c'est un peu moins classique, mais en sales, c'est juste le truc à chaque fois dont tu as peur, c'est de mettre en place un KPI que tu penses, bah, tu vois, c'est lié aussi à l'effet Cobra. Tu mets en place un nouveau KPI et en fait, tu as une équipe de commerciaux très rusés qui te détournent en fait ton objectif primaire pour toucher leur prime et qui touchent leur prime alors que ton objectif à toi n'est pas atteint. Ça, c'est super classique dans les plans de variables où, parce que les gens vont trouver un moyen euh, de manipuler le système pour arriver à leur fin. Et si toi, tu n'as pas mis les bonnes barrières, tu vois, Mm, tu n'atteins pas ton objectif. On avait, tu vois, en parlant de CS, ne serait-ce que le NPS, voilà, on en a parlé en B2C, en retail. En e-commerce, c'est pareil. Je veux dire, quand tu es avec un support d'un e-commerce, tu as 9 chances sur 10 qui finissent en disant vous allez recevoir un questionnaire, est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que j'ai bien. Enfin, une pression pour mettre une bonne note, mm. Ouais. parce que lui-même a une pression. Et donc, tu perds complètement l'objectivité de la mesure. Et donc, résultat, la mesure ne sert plus à rien parce que tu as l'impression d'avoir 9 clients sur 10 qui sont contents, alors qu'en fait, il y a peut-être 9 clients sur 10 qui sont sympas avec le hotliner et c'est tout. Ouais. Et j'ai un dernier exemple peut-être pour finir avec celui-ci. Celui qu'on voulait supprimer, c'est celui dont on va parler le plus longtemps en fait, mais qui est sur la partie Health Score. Et du coup, je sais même parmi nos clients, je sais qu'il y en a qui ont cette tentation de prendre en compte le Health Score dans des variables, par exemple, pour calculer les salaires en fin de, enfin, les primes sur objectif en fin de quarter, etc. Et ça peut avoir aussi des effets très pervers. C'est-à-dire que sur cette partie health score, alors il y a des critères sur lesquels on ne peut pas tricher, le fait que le client se connecte ou pas à la plateforme, etc. Donc il y a des critères sur lesquels on ne peut pas tricher. Mais nous, par exemple, dans notre solution, on a une solution d'analyse de sentiments qui vient noter automatiquement par IA les conversations clients pour dire si c'était des conversations positives ou négatives. Les CSM, ils peuvent repasser dessus en disant non, l'IA a mal compris. Et derrière, il pourrait y avoir des effets contre-productifs où on se dit, mais en fait, Hein. du coup, le CSM, il repasse pour bien noter toutes ces interactions, pour avoir un meilleur score de santé, s'il pense que ça lui permet d'obtenir un meilleur variable. Donc voilà, tout ça, c'est des questions de dosage, mais voilà, attention effectivement à mettre en place les bonnes barrières pour faire en sorte que tout le monde joue le jeu
l'objectif initial soit bien respecté. Mm. Je te laisse la main pour le suivant. Ouais. On arrive quasiment à la fin. Il y en a un, moi, qui me tient beaucoup à cœur, qui est pas évident à expliquer, donc j'espère que je vais y arriver. C'est l'effet Jevons. L'effet Jevons, en fait, il est très contre-intuitif. La définition, c'est plus un système est efficace, plus il est utilisé. L'exemple typique, c'est la voiture. On fait la guerre aux carburants fossiles, donc les constructeurs améliorent leur ratio entre carburant utilisé et kilomètres parcourus. Et résultat des courses, et ça, c'est des études qui le montrent, la voiture est encore plus utilisée qu'avant. Alors qu'on essaie de limiter l'usage de la voiture et des moteurs thermiques. Mm. Voilà. Et chez nous, ça va être typiquement le CSM qui décroche à la deuxième sonnerie. Chaque fois que son client a une question, il décroche. On a dit, c'est génial et tout. Sauf qu'à un moment donné, le client va se dire, mais c'est plus rapide pour moi d'appeler mon CSM que d'ouvrir la doc, que de me poser des questions, que de motiver mes équipes à améliorer leur compréhension de l'outil, etc. Donc, tu vois, il y a tu as envie d'être efficace et à la fin, ça se retourne contre toi parce que ça va te coûter encore plus de temps, tu vois, Mm. à être sur des choses beaucoup Ouais, je plus vois. simples. Et c'est super compliqué parce que d'un côté, tu veux mettre de la réactivité, mais de l'autre côté, tu veux pas que ça mange tout le temps de tes CS. Ouais. Et du coup, t'es condamné à être mauvais, c'est ça c'est ça la conclusion? Non, non, alors non, non, je vais pas aller là. Putain, la conclusion horrible. Non, de pouvoir mettre, il y a 2 choses. La première, c'est de mettre un peu de friction quand même, tu vois? Une friction utile, donc ne pas cacher, ton service client, ou ton CS derrière, 3 pages d'aide en ligne, 3 chatbots et puis, il Mm. est juste ouvert de 10 heures à midi. Mais, d'avoir un minimum en fait et dans cette logique-là de friction utile, de favoriser une vraie autonomie du client. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, notamment avec des CSP, tu vois? Avec la mise en place de bases de connaissances, avec des chatbots, intelligents, de façon à ce que le client puisse prendre une autonomie sur des sujets simples et pas, décrocher son téléphone et surcharger tes équipes, avec des questions, on va dire, basiques. Ouais. Je te confirme que ça, c'est une question de dosage, parce que je Oui. pense qu'on s'est tous aussi arraché les cheveux à essayer de dire non, mais je veux parler à quelqu'un en fait, parce que le Mmh. bot ne me répond pas ce qu'il faut. Mais ok, donc ça, c'était l'effet Jevons. Et écoute, je pense que c'était clair ton explication, donc parfait. Est-ce que donc on en avait un huitième, Ouais, dernier. ouais, le dernier. Te, Ce petit te laisse dernier, en ouais, parler. le petit dernier, il est assez fort. C'est le biais de confirmation. Parce que là, on est tous impactés, mais de façon assez impressionnante. C'est vraiment le fait de privilégier les informations qui confirment nos croyances. Tu Ouais. vois. L'exemple typique, c'est en CS, je raccroche avec mon client, il est super sympa, donc il ne va pas te churner. Et tu vas dire: «Ah l'usage il drop», c'est pas grave, il est super sympa, il va pas te churner. «Ah tiens, ils ont downsize», c'est pas grave et puis à la fin, le client il te churne. Parce que tu te dis, dans ta tête, tu peux te dire qu'un client sympa ou avec qui tu as une bonne relation, il va jamais partir. Hmm. Ouais, où tu essayes, en fait, tu vas chercher les signaux qui confirment tes hypothèses et tu ignores les signaux Et qui te disent c'est un oui, oui, fais ouais, attention. ouais. Et, Tu oublies les warnings, en fait. mm, Tu mm. oublies les warnings parce que tu crois à quelque chose et quelque part, tu te mets des œillères, en fait, sur la perception des signaux faibles et sur la réalité, terrain. Ouais, ok, ça marche. Euh, Parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le biais de confirmation ou en même temps, je pense Non, que non, enfin, celui-ci, je pense que c'est peut-être le plus ouais, connu, effectivement, celui ouais, qu'on vit je le pense plus qu'il est au simple, mais on quotidien. l'oublie. Mmh. Effectivement. Parfait. Un petit mot pour conclure, Damien? Écoute, ouais, c'est jamais simple, les biais cognitifs comme ça, c'est vraiment pas facile à appréhender. Moi, j'essaye de faire, modestement à chaque fois, c'est de les garder en tête, tu vois? Et puis de temps en temps, en fait, me rafraîchir dessus dans mes process, dans mes rituels. Les rituels aident beaucoup, en fait, les rituels d'équipe aident beaucoup, en fait, à cadrer ces biais. Ça peut être les questions qu'on pose quand on fait des revues clients, ça peut être,
en interne. On a parlé des process pour éviter le, le fait de la loi de Parkinson de prendre trop de temps sur des tâches, etc. Donc, c'est essayer d'avoir un niveau de conscience sur ces principes, savoir qu'ils existent. C'est pas grave, ils sont là, ça fait partie de notre biologie, c'est notre cerveau. Il n'y a pas je dirais, de honte ou de correction à mener. Ils sont là, mais une fois qu'ils sont là, c'est les prendre en compte et voir comment est-ce on les gère dans notre vie de tous les jours. OK, ça marche. Et ben, écoute, merci. Je crois qu'on a, 1 ou 2 questions, qu'on va prendre, là. Hésitez pas si, s'il y en a d'autres. Ah oui, bah, je vois qu'il y a, la question d'Aurélie. Il y a plusieurs personnes qui ont voté pour. Est-ce que vous pourriez énumérer à la fin les 8 biais? Donc je vais essayer de les reprendre et juste pour information, nous, on fera une retranscription comme on fait généralement de ces webinaires. Donc on en fera un article pour le blog, article qui sera relayé dans une de nos prochaines newsletters. Donc je ne sais pas si ce sera, peut-être en décembre, quelque chose comme ça. Voilà, donc en tout cas, il y aura une trace, de tout ce qu'on vient de se dire. Mais pour les reciter, le premier, c'était, l'effet IKEA. C'est, on valorise ce qu'on construit soi-même. Le deuxième, c'était l'effet d'exposition, c'est-à-dire, quand on voit quelque chose souvent, ça crée une familiarité et la familiarité vient créer de la confiance, donc l'effet d'exposition. Troisième, c'était le dilemme du prisonnier, où, là où on aurait, intérêt à coopérer, en fait, on peut, préférer, jouer contre son camp, sauf qu'en fait, à la fin, on fera perdre tout le monde. On avait ensuite la loi de Parkinson qui est, en gros, on prend toujours tout le temps dont on dispose pour faire une tâche. On avait l'effet Cobra. Donc l'effet Cobra, c'est, on amplifie le problème qu'on voulait résoudre avec une mesure qui, est une fausse bonne mesure. On a la loi de Goodhart, donc, Good, G2OD, HART, qui dit, bah, en fait, quand un KPI devient un instrument de mesure, enfin devient un objectif, pardon, pas un instrument de mesure. Quand un KPI devient un objectif, ça n'est plus un bon KPI. Donc le fameux NPS où on te dit quelle note tu dois mettre pour que le vendeur soit bien noté et reçoive son variable à la fin. Donc ça, c'était le 6e. En 7e, on a l'effet Jevons, qui est, du coup, plus on est performant, plus on va utiliser ou solliciter le service. Et le dernier, c'était le biais de confirmation dont Damien vient de parler, c'est-à-dire on a toujours tendance à interpréter les signaux qui vont dans le sens de ce qu'on pense et ignorer les signaux qui vont à l'inverse de ce qu'on pense. Voilà, et ça, on ne va pas dériver sur la politique ou les réseaux sociaux, mais je pense qu'on est tous bien au courant que le biais de confirmation fait partie de notre quotidien. Océane qui dit un prochain webinaire sur comment utiliser ces biais pour favoriser la rétention client. Oui, on a essayé de donner quelques pistes en tout cas pour voir comment déjà les éviter, en avoir confiance pour soi-même et faire en sorte d'être plus performant soi-même. Mais oui, pourquoi pas creuser ça sur un prochain webinaire. Ça marche. Et Nadia qui demande, je pense que ça devait être en écho avec le dilemme du prisonnier, qui dit: «Est-ce que vous parlez ici du dilemme de coopération?» Ça pourrait bien être ça, hein. Ouais, je Damien, ne dilemme connaissais du pas le terme, mais ouais, je pense que c'est. peut-être que les 2 termes existent, mais en tout cas, Ouais. le dilemme du prisonnier est effectivement un Et problème de sur la coopération, coopération, ouais. donc ouais. Ça marche. Ben, écoutez, assez peu de questions, mais bah, on espère en tout cas que ça vous a intéressé. Donc pour ceux qui souhaitent, rendez-vous le mois prochain donc pour, le webinaire dont j'ai parlé en intro et puis, bah, écoutez, on vous souhaite, une bonne après-midi et on se revoit le mois prochain pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Damien d'avoir joué le Merci, jeu et d'avoir, accepté l'invitation. À avec bientôt Damien. plaisir, à bientôt. Ciao. Ciao.